L'affrontement est-il devenu inévitable entre l'OTAN et la Russie? Chaque camp veut être prêt pour vous le prouver. Deux images, deux exercices XXL. À gauche, l'OTAN qui vient de lancer son exercice nucléaire annuel Steadfast Noon, au cours duquel plus de 60 aéronefs effectuent des vols d'entraînement au-dessus de l'Europe occidentale. À droite, la Russie en opération Okéan 2024, dont les manœuvres ont eu lieu en septembre. 400 navires russes, 120 avions et hélicoptères et 90 000 personnes mobilisées pour cet exercice militaire géant. Aujourd'hui encore, le Kremlin a parlé de cet affrontement entre les pays de l'OTAN et la Russie qui semble inéluctable. La faute à qui? La faute à Volodymyr Zelensky. Zelensky pousse l'OTAN à entrer en conflit direct avec notre pays et insiste à nouveau pour obtenir l'autorisation d'utiliser des armes sur le territoire russe. Le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui concerne les événements survenus après le 7 octobre au Moyen-Orient et leur lien avec le système international plus large. Je vais expliquer comment ces événements sont liés à la politique internationale ou ce que beaucoup d'entre vous appellent l'ordre mondial. C'est ce dont je veux discuter. Pour ce faire, je vais d'abord parler du système international actuel. Je souhaite vous offrir un cadre pour comprendre la politique internationale à l'échelle mondiale. Ensuite, une fois cela posé, nous reviendrons sur les événements au Moyen-Orient depuis le 7 octobre pour les relier à cette vision plus large du système international que je vais esquisser. Commençons donc par une réflexion sur l'état actuel du système international. Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne Monde Multipolaire. Dans cette vidéo, nous allons examiner les événements les plus significatifs des 48 dernières heures et même des dernières semaines. Nous avons beaucoup de mises à jour intéressantes à couvrir, alors plongeons directement dans le vif du sujet. Pour nous soutenir, abonnez-vous, commentez et likez la vidéo. Gardez à l'esprit en m'écoutant que je vous présente ici une perspective américaine. Cependant, étant donné que les États-Unis restent l'État le plus puissant du monde, il me semble pertinent de commencer par ce point de vue. Le point de départ pour comprendre la politique internationale à l'échelle mondiale est de penser à la polarité du système, c'est-à-dire au nombre de grandes puissances présentes dans le système international. À ma naissance, en décembre 1947, les États-Unis et l'Union soviétique étaient les deux grandes puissances mondiales. Nous vivions alors dans un monde bipolaire. En 1989, la guerre froide a pris fin, et en décembre 1991, l'Union soviétique s'est effondrée, faisant ainsi passer le monde d'un système bipolaire à un système unipolaire, où les États-Unis étaient la seule grande puissance mondiale. Puis, vers 2017, le monde a cessé d'être unipolaire pour devenir multipolaire. Aujourd'hui, il existe trois grandes puissances dans le système international. Les États-Unis, qui restent la nation la plus puissante, la Chine, qui se rapproche en deuxième position, et la Russie, qui occupe la troisième place, mais plus éloignée. La Russie est la plus faible des trois grandes puissances, tandis que la Chine n'est pas très loin des États-Unis. Ce qui explique pourquoi ces derniers considèrent la Chine comme un concurrent direct. En résumé, nous sommes passés d'un monde bipolaire à unipolaire, puis à multipolaire. La plupart d'entre vous ont grandi durant cette période unipolaire, mais depuis 2017, le monde a changé de manière fondamentale. La structure du système international a évolué, et cela revêt une importance considérable. Le fait que nous vivions désormais dans un monde multipolaire est un élément qu'il est crucial de surveiller de près, aujourd'hui comme à l'avenir. Mais à quoi ressemble ce monde multipolaire? En termes simples, les États-Unis restent la puissance dominante et se concentrent sur trois régions stratégiques. L'Asie de l'Est, où se trouve la Chine, l'Europe, en raison de la présence de la Russie, et le Golfe Persique, qui détient des réserves de pétrole cruciales. Ces trois zones, l'Asie de l'Est, l'Europe et le Golfe Persique, sont les plus importantes pour les États-Unis. Aujourd'hui, l'Asie de l'Est est la région la plus prioritaire pour eux, car c'est là que se trouve la Chine, leur concurrent principal. Vous avez sans doute souvent entendu parler du pivot vers l'Asie au cours des dernières années. Ce pivot vise à redéployer les forces militaires américaines en les retirant d'Europe et du Golfe Persique pour les concentrer en Asie de l'Est,
où elles peuvent se focaliser sur la Chine et tenter de la contenir. Dans un monde idéal, le Moyen-Orient et l'Europe seraient pacifiés, ce qui permettrait aux États-Unis de concentrer tous leurs efforts sur la Chine. De plus, dans ce monde idéal, la Russie serait un allié des États-Unis. Si l'on considère qu'il existe trois grandes puissances, les États-Unis, la Chine et la Russie, et que le concurrent principal des États-Unis est la Chine, il est donc crucial, du point de vue américain, d'avoir la Russie de leur côté. Vous avez pénétré sans autorisation dans les eaux territoriales de Taïwan. Vos actions ont déstabilisé l'ordre et la sécurité de Taïwan. Ajustez votre trajectoire et quittez nos eaux territoriales. Les gardes-côtes taïwanais en état d'alerte. Un navire chinois vient de franchir la frontière maritime. Pékin, dont la télévision d'État diffuse ces images, est de nouveau à la manœuvre. Des exercices militaires en guise de mise en garde contre les velléités d'indépendance. L'indépendantisme taïwanais et la paix dans le détroit de Taïwan sont deux choses parfaitement incompatibles. Les provocations des forces indépendantistes feront inévitablement l'objet de ripostes. La Chine s'est toujours engagée à maintenir la paix et la stabilité dans la région, ce qui est évident pour les pays de la région. Navires, avions de chasse, soldats sur le pied de guerre, la télévision d'État diffuse aussi cette carte de l'opération qui se veut d'envergure. Une nouvelle démonstration de force et un sérieux avertissement prévient Pékin, 4 jours après la fête nationale taïwanaise, lors de laquelle le président Lai Ching-te s'est engagé à résister à l'annexion chinoise de l'île. Taipei dénonce un comportement irrationnel et provocateur. Les manœuvres ont été annoncées à 5 h du matin et ont commencé juste après l'annonce. Cette pratique est en contradiction avec le droit et la réglementation internationale et nécessite un avertissement. En réponse, Taïwan a déployé les forces adéquates selon le ministère de la Défense et le président Lai a convoqué une réunion de haut niveau sur la sécurité nationale dans la matinée. La Chine doit reconnaître l'existence de la République de Chine, Taïwan, respecter le choix du peuple taïwanais pour un mode de vie démocratique et libre et s'abstenir de toute provocation militaire qui mettrait en péril la paix et la stabilité de la région et menacerait la démocratie et la liberté de Taïwan. Les États-Unis, grands alliés de Taïwan, ont dénoncé des opérations injustifiées qui représentent un risque d'escalade. Cependant, si vous observez le monde tel qu'il est aujourd'hui, les États-Unis sont bloqués au Moyen-Orient et dans la guerre en Ukraine. Ils ne peuvent donc pas pleinement se concentrer sur la Chine ni effectuer un véritable pivot vers l'Asie. Enfin, au lieu d'avoir la Russie comme alliée, les États-Unis se trouvent engagés dans un conflit contre elle en Ukraine. Ce que nous, les Américains, avons fait, c'est essentiellement pousser la Russie dans les bras de la Chine. Du point de vue américain, cela nous place dans une situation extrêmement délicate. Permettez-moi de m'attarder un moment sur la situation au Moyen-Orient. Lorsque je dis que les États-Unis sont coincés dans cette région, il est crucial de comprendre, et j'y reviendrai plus en détail en évoquant les événements postérieurs au 7 octobre, que cette situation est due à l'alliance étroite entre les États-Unis et Israël. La relation entre ces deux nations est unique dans l'histoire moderne. Les États-Unis soutiennent Israël de manière inconditionnelle, en particulier sur la question palestinienne. Ce partenariat dépasse une simple alliance traditionnelle. Israël bénéficie d'un soutien sans faille de la part des États-Unis, quelles que soient les circonstances. Ainsi, chaque fois qu'Israël est impliqué dans un conflit au Moyen-Orient, les États-Unis sont également engagés, toujours du côté d'Israël. Nous nous retrouvons donc avec la plus grande puissance mondiale, profondément enlisée dans plusieurs conflits au Moyen-Orient, tout en étant simultanément impliquée dans des conflits en Europe, ce qui empêche un réel pivot stratégique vers l'Asie. En prenant du recul, on peut constater que ces dernières années, la politique des États-Unis a rapproché la Russie, la Chine, l'Iran et la Corée du Nord, qui forment désormais un bloc. De l'autre côté, un autre bloc émerge, composé des États-Unis, de l'Europe et d'Israël. Ces deux blocs s'affrontent directement et sont devenus les principaux antagonistes du système international. Cette rivalité a des répercussions significatives sur le Moyen-Orient, le monde arabe et les États du Golfe. Ceci m'amène à la situation au Moyen-Orient après le 7 octobre. Je vais maintenant aborder la deuxième partie de mon analyse, qui porte sur les développements actuels dans cette région et les perspectives d'avenir.
L'Iran a-t-il tenté d'éliminer Netanyahou ce matin? C'est ce qu'affirme un haut responsable du gouvernement israélien à la presse, précisément à la chaîne N12. Une déclaration à prendre avec prudence, mais qui intervient alors que la résidence privée de Benyamin Netanyahou a été visée ce matin par des drones venus du Liban en pleine guerre avec le Hezbollah, allié de Téhéran. Regardez ce communiqué. Un drone a été lancé vers la maison du Premier ministre à Césarée. Lui et son épouse n'étaient pas là et l'incident n'a fait aucune victime. Le drone a touché la région de Césarée, la ville côtière dans le centre d'Israël, où se trouve la résidence de Netanyahou. Regardez cette séquence. En Occident, et particulièrement aux États-Unis, on a souvent tendance à attribuer les troubles actuels du Moyen-Orient à l'Iran, présenté comme le grand manipulateur, contrôlant des groupes comme le Hamas et le Hezbollah. Je pense que cette vision est totalement erronée. Cela ne veut pas dire que l'Iran ne joue aucun rôle perturbateur dans la région, mais le principal acteur responsable des troubles actuels n'est pas l'Iran, c'est Israël. Pour comprendre la situation actuelle, il est essentiel d'examiner 3 conflits distincts, bien qu'interdépendants. Premièrement, le génocide impliquant le Hamas et plus largement, le conflit entre Israël et les Palestiniens. Deuxièmement, le conflit entre Israël et le Hezbollah. Et troisièmement, le conflit entre Israël, l'Iran et les États-Unis. Ces 3 conflits doivent être étudiés séparément. Je vais commencer par le génocide à Gaza et examiner ce qui s'y déroule. Israël est un État d'apartheid, et il est sans doute plus juste de parler du Grand Israël plutôt que d'Israël seul. Ce Grand Israël, comme vous le savez, comprend Israël tel qu'il a été défini après la guerre de 1948, ainsi que Gaza et la Cisjordanie. Ce Grand Israël fonctionne comme un État d'apartheid, et pour ceux qui en doutent encore, 3 rapports majeurs, rédigés par Amnesty International, B'Tselem et Human Rights Watch, ont confirmé en détail qu'Israël est bel et bien un État d'apartheid. Sur ces images, des paysans palestiniens sont empêchés par des colons israéliens de récolter des olives en Cisjordanie occupée. Sur ces terres a lieu la plus dangereuse saison de cueillette des olives de tous les temps, selon des experts mandatés par l'ONU. Jeudi 17 octobre, une Palestinienne récoltant des olives sur une exploitation a été tuée par un Israélien, à Jénine. Plus tôt cette semaine, l'ONU partageait cette vidéo. On y voit un champ d'oliviers dévasté, coïncidant avec des menaces de la part de colons israéliens. Ces groupes extrémistes harcèlent, intimident et attaquent les paysans palestiniens pour les dissuader de revenir sur les territoires colonisés. Les attaques ont augmenté depuis le 7 octobre 2023 et le début de la guerre à Gaza. Sur ce territoire, occupé depuis 1967 par Israël, les cultivateurs palestiniens doivent souvent obtenir des permis pour accéder aux parcelles agricoles. Des ONG sont même dédiées à la protection des paysans palestiniens en les escortant jusqu'à leurs parcelles. Cet été, des volontaires internationaux avaient été agressés par des colons israéliens alors qu'ils protégeaient des paysans en Cisjordanie. Les événements survenus le 7 octobre ont conduit Israël à poursuivre 2 objectifs particuliers vis-à-vis du Hamas. Premièrement, ils se sont engagés à vaincre le Hamas, et deuxièmement, à récupérer les otages. Ces 2 objectifs sont souvent évoqués, mais un aspect fondamental qui mérite d'être souligné, c'est l'intention israélienne de nettoyer Gaza. Les Israéliens, pleinement conscients que le Grand Israël fonctionne comme un État d'apartheid, souhaitent mettre un terme à cet état d'apartheid en chassant les Palestiniens de Gaza et de la Cisjordanie pour créer un État juif largement homogène. C'est l'objectif central, et ils considèrent la situation à Gaza, suite au 7 octobre, comme une opportunité de nettoyage ethnique. Leurs hypothèses de base reposent sur l'idée qu'en tuant un nombre significatif de Palestiniens et en rendant Gaza invivable, les Palestiniens seraient contraints de fuir. Cependant, cela ne s'est pas produit. Malgré le nombre élevé de Palestiniens tués et la dégradation des conditions de vie à Gaza, les Palestiniens n'ont pas quitté la région. Ainsi, le nettoyage ethnique n'a pas fonctionné. En revanche, ce qui se passe actuellement, c'est que la machine de guerre israélienne est en train de commettre un véritable génocide à Gaza. Non seulement les Palestiniens n'ont pas été chassés, mais Israël n'a pas non plus réussi à vaincre le Hamas. Ce dernier continue d'opérer efficacement comme une organisation combattante, représentant une menace pour Israël. Il est crucial de comprendre que le Hamas n'a pas été défait et qu'il ne le sera pas. De plus, les otages n'ont pas été récupérés, et le nettoyage de Gaza n'a pas eu lieu. Concernant le Hezbollah,
Comme vous le savez, celui-ci a commencé à tirer des roquettes et des missiles sur le nord d'Israël peu après le 7 octobre, ce qui a conduit environ 100 000 Israéliens résidant dans le nord à se déplacer vers le sud pour éviter les attaques. À l'heure actuelle, environ 60 000 Israéliens n'ont pas encore regagné leur foyer dans le nord et souhaitent ardemment y retourner. Les Israéliens sont donc déterminés à mettre un terme aux tirs de roquettes et de missiles du Hezbollah. Pour atteindre cet objectif, Israël poursuit 3 stratégies. Tout d'abord, ils mettent en œuvre une stratégie de décapitation, visant à éliminer la direction du Hezbollah avec un certain succès jusqu'à présent. Deuxièmement, ils s'engagent à punir la population civile au Liban, ce qui implique de causer un grand nombre de pertes civiles. Enfin, ils envisagent d'envahir le sud du Liban afin de s'engager directement avec les forces du Hezbollah. Cependant, la littérature en relations internationales montre que les stratégies de décapitation échouent généralement et tentent d'éliminer les dirigeants de divers groupes arabes au fil des ans. Mais ces actions, bien qu'efficaces à court terme, n'ont pas changé le cours des événements de manière significative. De même, des études montrent que l'infliction de souffrances massives à des populations civiles ne conduit que rarement à un changement de politique de la part d'un gouvernement ou d'une organisation. Les exemples du bombardement de l'Allemagne et du Japon durant la Seconde Guerre mondiale illustrent cela. L'idée que les bombardements de civils au Liban puissent amener le Hezbollah à plier est donc erronée. Enfin, l'invasion du sud du Liban ne fonctionnera pas non plus. Israël a essayé en 2006 et en 1992, et dans les 2 cas, cela s'est soldé par un échec. Par conséquent, l'issue probable de cette situation est que le Hezbollah restera un adversaire redoutable pour Israël dans un avenir prévisible, avec la capacité de continuer à tirer des roquettes et des missiles sur le nord d'Israël, ce qui représente un problème majeur pour Israël. Ce que je vous dis jusqu'à présent, c'est qu'Israël n'a pas réussi à vaincre le Hamas, qu'ils n'ont pas pu procéder à un nettoyage ethnique de Gaza et qu'ils ne parviendront pas à défaire le Hezbollah. Cela signifie que ces 2 conflits vont perdurer longtemps. Cela nous amène au 3e conflit, celui avec l'Iran. Il est très important de comprendre que ni l'Iran ni les États-Unis ne souhaitent s'engager dans une guerre directe l'un contre l'autre. Tous 2 ont déployé des efforts considérables pour éviter un tel conflit. En revanche, Israël est profondément déterminé à entraîner l'Iran et les États-Unis dans une confrontation. Ce que les Israéliens désirent, c'est voir l'Iran s'engager dans une lutte contre Israël en tandem avec les États-Unis. Comme vous le savez, le 1er avril, Israël a attaqué l'ambassade iranienne à Damas, ce qui a provoqué une réponse iranienne le 14 avril avec une attaque contre Israël. Israël a ensuite réagi le 19 avril par une attaque à petite échelle contre l'Iran. Les Israéliens ont alors échoué à entraîner les États-Unis et l'Iran dans un conflit majeur. Néanmoins, le 31 juillet, comme vous le savez, ils ont assassiné un dirigeant palestinien en Iran, ce qui a finalement conduit le 1er octobre à une massive frappe iranienne impliquant environ 180 missiles balistiques lancés sur Israël. Nous attendons maintenant la réponse d'Israël, et comme vous le savez, si Israël réagit, ce qui est inévitable, l'Iran est très probablement prêt à répliquer. On peut alors imaginer qu'Israël réagira à son tour, et nous assistons à une montée de l'escalade. Où tout cela va-t-il mener? Qui sait? Mais l'essentiel est que les Israéliens ont réussi à entraîner l'Iran et les États-Unis dans un conflit, car les États-Unis soutiendront Israël à mesure qu'Israël et l'Iran montent les échelons de l'escalade. La question que vous devez vous poser est la suivante. Pourquoi les Israéliens font-ils cela? Pourquoi sont-ils si déterminés à impliquer l'Iran dans une guerre avec les États-Unis? Plusieurs raisons expliquent cela. Tout d'abord, les Iraniens représentent le monstre qui maintient l'engagement des États-Unis au Moyen-Orient. Du point de vue israélien, Trevor Parsi a écrit un livre très important sur ce sujet qui était à l'origine sa thèse. Il y évoque de nombreux Israéliens qui ont exprimé leur inquiétude après la fin de la guerre froide, lorsque la menace soviétique a disparu.
Ils étaient profondément préoccupés par l'absence de menaces sérieuses au Moyen-Orient pouvant justifier le maintien d'une présence militaire américaine dans la région. Les Israéliens ont donc décidé de créer une menace et ont déployé des efforts considérables pour faire valoir que les Iraniens constituaient un danger sérieux pour la région et pour les États-Unis, afin de s'assurer que les Américains restent impliqués. De plus, face aux problèmes qui touchent le Moyen-Orient et compte tenu de l'importance de la question palestinienne, que je considère comme étant à la racine des troubles actuels, dépeindre les Iraniens comme la source de tous les maux détourne l'attention de l'argument selon lequel c'est Israël qui est à l'origine des problèmes. Israël et les États-Unis ont donc un intérêt commun à présenter l'Iran comme le principal coupable. Cela n'a rien à voir avec la question palestinienne. Tout concerne l'Iran. En entraînant l'Iran dans un conflit avec les États-Unis, on s'assure que les Américains perçoivent l'Iran comme la cause de tous les problèmes. Un troisième facteur à prendre en compte est que l'Iran est proche d'acquérir des armes nucléaires. Il n'est pas loin du moment où il pourra développer un arsenal nucléaire, ce qui préoccupe grandement les Israéliens. Ce qu'ils souhaitent, c'est que les États-Unis utilisent leurs forces militaires considérables pour attaquer les installations nucléaires iraniennes et les éliminer définitivement. Nous nous trouvons donc dans une situation où les États-Unis sont progressivement entraînés dans une guerre de plus en plus vaste contre l'Iran. La question que vous devez vous poser est: où tout cela nous mène-t-il? Si vous écoutez les Israéliens et de nombreux partisans d'Israël aux États-Unis, leur discours est révélateur. Ils parlent de remodeler le Moyen-Orient, mais lorsque cela est évoqué, ce n'est pas seulement en référence à l'Iran, ils parlent également du Hezbollah et du Hamas. Les Israéliens et les Américains envisagent de façon conjointe ce remodelage, bien que j'ai des doutes quant à la manière dont cela sera réalisé. L'idée que l'Iran puisse être neutralisé, que le Hezbollah soit vaincu, que le Hamas soit défait et que le problème palestinien soit résolu par un nettoyage ethnique est hautement improbable. Le Hamas, le Hezbollah et l'Iran sont des entités qui resteront présentes. Et il est essentiel de reconnaître la formidable capacité de riposte de l'Iran contre Israël. Cela complique considérablement la capacité d'Israël et des États-Unis à traiter l'Iran de manière efficace. Il n'existe aucune preuve tangible que ces trois problèmes seront résolus. Comme je l'ai mentionné précédemment, la véritable source des troubles au Moyen-Orient ne réside pas principalement dans le comportement de l'Iran. Je ne cherche pas à défendre l'Iran, ils causent effectivement leur part de problèmes, mais ils ne sont pas à l'origine des difficultés que nous rencontrons aujourd'hui. Le cœur du problème est le problème palestinien. Si les Palestiniens disposaient d'une forme significative de souveraineté, si une solution à deux États avait été mise en œuvre il y a longtemps, il n'y aurait pas de conflit impliquant le Hamas, et par conséquent, pas de conflit avec le Hezbollah. En ce qui concerne l'Iran, il n'y a aucune raison pour que les Iraniens et les Américains soient des ennemis mortels. J'ai étudié les relations entre les États-Unis et l'Iran depuis 1969, et il est clair que les Iraniens ont maintes fois tenté d'améliorer leurs relations avec les États-Unis. À chaque fois qu'ils ont fait un pas en ce sens, le lobby israélien a intervenu pour bloquer cette réconciliation. Comme je l'ai déjà dit, les Israéliens veulent s'assurer que les relations entre les États-Unis et l'Iran demeurent hostiles indéfiniment. Mon message est que tant que le problème palestinien ne sera pas résolu, ce qui semble peu probable, les troubles au Moyen-Orient perdureront. Ces troubles engloberont le Hamas et les Palestiniens, tant à Gaza qu'en Cisjordanie, et incluront également le Liban et l'Iran. De plus, avec l'évolution des dynamiques internationales impliquant l'Iran, la Russie, la Chine et la Corée du Nord, il existe un risque d'escalade dans la région. Et les Russes, qui se rapprochent des Iraniens, pourraient également être entraînés dans ce conflit en raison de leur implication en Syrie.
Lors de son entretien avec le président iranien par intérim Mohamed Mokber, Poutine a souligné que les relations commerciales russo-iraniennes s'étaient considérablement améliorées. Mokber a profité de cette rencontre pour transmettre au président russe un message du guide suprême iranien selon lequel les relations profondes et immuables entre les deux alliés resteront fortes. Le président iranien a ajouté que les liens étroits entre Moscou et Téhéran avaient modifié les rapports de force internationaux. Je souhaite conclure sur l'avenir des Palestiniens. Je suis très préoccupé par ce qui se passe actuellement. La situation est absolument horrible et je ne cherche pas à la minimiser. En réalité, les choses pourraient s'aggraver. Comme je l'ai souligné, les Israéliens sont profondément engagés dans un processus de nettoyage ethnique des Palestiniens, tant à Gaza qu'en Cisjordanie. Il est également probable que dans les années à venir, le gouvernement israélien devienne de plus en plus à droite, plus belliciste et plus engagé dans cette démarche. En parallèle, en raison de l'influence du lobby israélien aux États-Unis, plus les Israéliens pousseront pour expulser les Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie, plus les États-Unis leur apporteront un soutien inconditionnel. En résumé, si l'on prend en compte tous ces éléments, l'avenir des Palestiniens apparaît vraiment déprimant et alarmant. Merci d'avoir regardé. Pour nous soutenir, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et n'oubliez pas, notre canal Telegram et notre Patreon seront bientôt disponibles pour profiter d'informations non censurées. Passez une bonne journée.